Je suis devenue ethnologue en cheminant. Je crois que c'est le propre des ethnologues qui se découvrent au cours du chemin. Je pense que ma situation familiale y a beaucoup fait, car je suis issue d'un couple de déracinés, entre une mère allemande qui a fui l'hécatombe de sa ville, Hambourg, et la précarité, la pauvreté, qui est venue en France vivre la légèreté. Et mon père qui a quitté, malgré lui, l'Algérie, et qui a perdu, lui, son paradis. Ma mère quittait un enfer, mon père un paradis. Et ils se sont rencontrés dans un ascenseur, tout en mouvement. Et en fait, donc, ils se sont mariés et marqués par des grosses différences culturelles. Je crois et des deux côtés, difficulté à s'intégrer dans la société. Donc la société française, ma mère en tant qu'Allemande était pas tellement bien appréciée quand même à cette époque. Et mon père en tant que pied noir, n'ayant pas voulu l'indépendance, vu que bon, il perdait. Donc lui aussi, il avait des grosses difficultés. Et donc le divorce est très vite arrivé. Et pour le coup, ça a joué dans la mesure où je n'ai pas hérité d'un monde. Et c'est marrant parce que très tardivement, à chaque fois on me disait « mais toi, tu serais quoi si tu étais un arbre ?» Et on me pose souvent la question, parce que je travaille beaucoup sur le végétal et en forêt, et j'ai toujours dit « oui, je suis une épiphyte ». « Oh mais non, tu dois avoir des racines, tu es ancré sur terre ». Et en fait, je crois que c'est une très bonne métaphore, c'est-à-dire que je suis née de déracinés, sans monde, où du fait qu'il y ait ce déracinement, il n'y a pas eu de transmission, ni de savoir, ni de savoir-faire. Du monde, hein, je veux dire, comment il est composé, et en plus des milieux sociaux complètement différents, et qui en fait ne s'entendent pas, et qui affectivement, un monde qui devient irrationnel. Et donc c'est dans ce cadre un peu incompréhensif à l'enfant que j'étais que j'ai grandi, et toujours très curieuse parce qu'en fait je ne créditais jamais l'adulte de la vérité. Donc je posais tout le temps des questions. Et donc les profs adoraient ça, sauf que je ne travaillais pas, donc voilà. Et puis aussi en tant que femme, ça a été compliqué. Bon, ma mère était une femme excessivement belle, et qui a été adulée pour sa beauté. Et moi, je suis arrivée, je crois qu'il voulait un garçon, donc j'étais typiquement un garçon manqué. Et j'ai joué le jeu pour faire plaisir. Et en fait, il s'est avéré que j'ai acquis une liberté physique extraordinaire, quoi. Donc j'étais excellente en sport, je grimpais sur les immeubles, j'étais un casse-cou téméraire, et rien ne me faisait peur. Voilà, ça a été... Et petit à petit, bon, j'ai voulu, la notion de ailleurs est venue, et je voulais vraiment un ailleurs
très très lointain. Et à l'époque, c'était la Chine qui était la plus inconnue. On n'avait rien, on n'avait aucun accès sur la Chine. Et j'ai décidé de faire du chinois en seconde. Et avec l'idée d'être grand reporter. Je ne savais absolument pas que l'ethnologie existait. Et donc voilà, j'ai fait du chinois. Et ça, c'était excitant. Il a fallu que je déménage parce qu'il n'y avait qu'à Paris où il y avait du chinois. Et à l'époque, dès que je sortais dans un métro ou dans le bus et que je voyais un Asiatique, je lui parlais chinois pour... Mais non, je suis pas chinois, je suis vietnamien. Ben non, Ah bon. Et puis, donc j'ai eu mon bac et je ne savais pas vraiment quoi faire. Je voulais faire de la philo, de la psychologie, j'avais le chinois. Et j'étais dyslexique. Alors l'écriture, c'était quelque chose de difficile. Et puis mon père m'a dit, écoute, tu es tellement dans l'imaginaire que tu vas faire du droit, tu vas t'inscrire dans le réel. Oui, papa. Et donc il m'a inscrit en droit, et puis ça se passe très très bien. Même si au bout de 6 mois, je voulais changer d'études. Mais il m'a dit, écoute, quand on commence quelque chose, il faut finir. Donc j'ai fait du droit, et bien sûr, j'ai fait du droit européen, parce que je retombais sur mes pattes. Je voulais concilier l'inconciliable, l'Allemagne, la France, et jouer tout mon espoir à l'Europe, dans ce rapprochement culturel. Et ce dépassement conjoint du passé, pour que la transmission se fasse aussi, parce qu'il faut réaliser qu'à cette époque, on n'en parlait pas. Hein. C'est venu très tardivement, quand ils ont passé Nuit et brouillard à la télé, où d'un seul coup sur ma table, j'avais Rentre chez toi, Sale Boche. Mon meilleur ami ne voulait plus partir à l'école avec moi. Parce qu'il avait été choqué, enfin tout le monde avait été choqué Et ma mère, c'était silence radio. C'était... on n'en parlait pas. Personne n'en parlait, quoi. Et donc voilà, j'ai beaucoup voué d'espoir sur le droit européen. J'ai poursuivi le journalisme à côté, j'ai fait des stages à l'international. C'était, plongé dans un monde, un autre monde, curieux de l'autre monde. D'ailleurs, mon premier interview, c'était sur le Shah d'Iran, avant sa chute. Alors, c'était, Et puis, après, je me suis spécialisée en droit international, et j'ai obtenu une bourse pour aller en Autriche, à l'Institut international. Et là, ça a été, j'ai découvert un autre pays germanique dont je ne comprenais pas la langue, mais c'était un autre. Parce que l'allemand du Nord est une langue très douce. En France, on a l'accent que l'allemand du Sud, qui est très dur. Et alors là, autrichien, c'était. Et je découvrais aussi, pour le coup, le fait que quand on est une femme, on a toujours des postes subsidiaires d'assistante, ce qui ne correspondait pas tellement à mon tempérament. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber gravement malade, ce qui m'a permis de passer 6 mois à l'hôpital. Et là, de me poser. C'est une chance inouïe. Et c'est à travers ce séjour, des lectures, au cours duquel j'ai découvert ce qu'était l'anthropologie, en tombant sur le livre de Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie. Et là, je découvrais la diversité du monde, des mondes. Parce que c'était 5 sociétés les unes à côté des autres. On avait l'impression que c'était comme si on passait de banlieue à banlieue. Et dont une, c'était Zahra Peche, qui m'avait absolument bouleversée.
dans leur manière d'apprendre à leurs enfants d'éviter l'inceste. Et c'était le père qui parlait à son fils, qui avait peur d'aller se marier ailleurs, et qui préférait rester avec ses sœurs, etc. Et le papa Arapèche dit à son fils, écoute mon fils, tu as ta sœur, tu as tes frères, tu as ta mère, tu as ton père, c'est formidable. Mais si tu te maries dans le clan d'à côté, tu auras ta sœur, tu auras ton frère, tu auras ta mère, tu auras ton père, mais aussi tu auras un beau-père, tu auras une belle-mère, tu auras des... Et je trouvais cette explication, mais par rapport à la psychanalyse où j'étais déjà très imprégnée, parce que je commençais très tôt à en faire une, je trouvais cette réponse de l'Arapèche, du papa Arapèche, mais d'une telle intelligence. Et là, j'étais convaincue que c'était... j'étais convaincue du métier. Parce que pour moi, l'anthropologie avait pour vocation de faire valoir l'intelligence humaine dans sa créativité, dans ses manières d'aménager leur monde, de distribuer leur amour, de rationaliser aussi le monde, souvent très complexe. Et donc, et simultanément, la Papouasie. Parce que c'est sûr que c'était... Je ne connaissais rien sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais j'étais juste excitée, éblouie. Enfin, oui, j'avais les yeux qui pétillaient tellement il y avait de diversité. Et donc, fort de cette découverte, l'année suivante, j'ai demandé une équivalence. Je l'ai obtenue à Jussieu. Donc, je suis rentrée directement en master. Alors, c'était l'école du regard, Jussieu. C'était... et en plus, je faisais de l'anthropologie visuelle avec Jean Arlot. C'est la culture d'un certain regard. Intellectuellement, bon, c'était pas la culture des livres, mais c'est cultiver son regard. Mais en attendant, c'est grâce à Jussieu que j'ai rencontré quelqu'un qui va marquer ma vie, qui est André-Georges Audricourt. Et en même temps, comme je voulais vraiment en faire mon métier, j'ai accepté de commencer en licence à Nanterre. Donc là, Nanterre, c'est structuralisme. Rien à voir, tu parlais de McDonald's avec McDo. Et j'ai fait les deux formations en parallèle. Et c'était assez extraordinaire, quoi, de cette richesse. Et puis surtout en licence, il fallait qu'on fasse de l'archéologie, il fallait qu'on fasse de la botanique. Enfin, je veux dire, il y avait toute cette ouverture. Et à Jussieu, on nous invitait à faire de l'ethnographie au cimetière du Père-Lachaise, à prendre des images sur des choses, des petits détails qui disent beaucoup. C'était vraiment ça, cultiver le regard. Et c'est vrai que il y avait Jolin, et puis Audricourt qui apparaissait et qui nous parlait de frigidaire, et que le nom frigidaire, c'était pas anodin, que c'était celui qui avait inventé le frigidaire. Et déjà typé. Et ça a été l'une des plus belles rencontres. Je remercie Pascal Diby parce que il nous l'a rendu accessible. Et donc j'avais commencé à faire mes projets pour le après, mais je ne savais pas comment ça va fonctionner à la recherche du tout. Je n'étais pas de ce monde, bien que mon grand-père était une grande figure, était bâtonnier de Paris, académicien de sciences morales et politiques, vraiment. Tout sauf grand-père. Mais bon, je ne suis pas née dans une famille universitaire ou de chercheurs, pas du tout. Donc je ne savais pas comment ça fonctionnait. Mais il s'avère que j'ai fini, j'avais une année de battement entre la licence et la maîtrise. On faisait la maîtrise en 2 ans, comme le master, là. Et en fait, j'avais déposé une demande de visa pour la Nouvelle-Guinée, je ne l'avais pas reçue.
Et Bernard Formoso, qui était celui qui me dirigeait à Nanterre, qui travaillait sur l'environnement, m'avait dit écoute, tu vas pas perdre ton année, tu t'intéresses à l'insularité, essaye de te trouver un terrain proche, comme ça tu finis ton master et tu peux entrer en DEA. Et effectivement, c'est comme ça que je me suis dit oui, bien sûr, je vais travailler sur l'insularité à Belle-Île-en-Mer. Ce qui m'a permis de rencontrer Joël Bonnemaison, qui était le spécialiste de l'insularité en Océanie. Donc c'était ces croisements de chemins, c'est pour ça que c'est vraiment des cheminements. Donc aussi le Big Man, lui c'était côté Orstom. Et là j'y avais développé une sorte d'écologie poétique que m'incitait vraiment Jean Harlot. Avec la caméra, j'ai beaucoup filmé. Et en fait, du fait de filmer, ça a eu un impact sur mon écriture. J'avais créé une écriture visuelle, en fait, et ce qui m'a permis de dépasser et d'éduquer ma dyslexie, qui était grave, et je me suis trouvé mon écriture. Et donc voilà, je termine mon master, et il n'y avait plus personne à Nanterre. Bon, il n'était pas question que je fasse quand même mon DEA à Jussieu. Et à Nanterre, il n'y avait plus personne sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il y avait Minger qui dirigeait le labo de Nanterre et qui faisait ses footings tous les matins au jardin du Luxembourg avec Pierre Lemonnier, et qui lui fait part de ma personne et de mon désir de travailler en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'avais déjà trouvé mon terrain. Grâce à l'ethnomusicologie, j'avais rencontré Steven Feld et le Mont Bozaville, là où je voulais aller, parce que c'était le seul ouvrage qui restituait la poétique environnementale et forestière et tout ce qu'on n'avait pas sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en fait. C'était vraiment l'exception, parce que tous les travaux sur la forêt en Papouasie étaient vraiment marqués par le matérialisme, que ça soit anthropologique, avec le marxisme, ou même l'ethnoscience. Donc il n'y avait rien sur l'imaginaire. On avait l'impression qu'il n'y avait même pas de peuple forestier en Papouasie, quoi. Et bon, quoi qu'il en soit, Lemonnier me reçoit. Et j'avais fait un dossier de presse avec des belles photos, papou, maquillés, etc. Et je lui remets mon dossier. Et il me dit, bon, très bien, on se voit l'année prochaine. La semaine prochaine. Bon, et moi, c'était un dossier de presse pour aller chercher des financements. J'allais taper, je l'avais envoyé aux vieux campeurs, chercher des sous privés pour partir. Et je reviens la semaine suivante, et là, Pierre Lemonnier me dit « Mais c'est n'importe quoi, jamais vous pourrez faire une thèse, il n'est pas question que je vous soutienne dans ces conditions. Je vous laisse une semaine, mais remettez-moi quelque chose de sérieux. » Alors là, j'étais effondrée. Mon monde s'arrêtait, mon chemin. J'étais à la croisée des chemins, quoi. C'est soit ça se transformait, soit c'était un sens unique. Et en même temps, je suivais déjà les cours à l'école des hautes études, je suivais Philippe Descola, vu que c'était le seul qui travaillait sur la forêt. Enfin bon. Et je savais déjà où je voulais aller, surtout, quoi. Et j'avais tout lu. Et je lui ai fait un projet comparatif. J'ai pas dormi pendant une semaine. Très influencé par ce qu'avait fait Philippe dans la nature domestique, par les questions de Maurice Godelier sur l'idéal et le matériel, etc. Et donc je fais une comparaison, projet de thèse, comparant les Kaloulis, donc la tribu où avait travaillé
Steven Feld, Edward Schieffelin, Bambi Schieffelin, donc Bambi, New York University, Buck, il était à London College, et Steven, lui, il était à San José déjà, Santa Fe. Et je le ramène, donc mon projet à Pierre Lemonnier, tremblante, parce que pour moi, c'était la porte, quoi, où elle s'ouvrait, où le sésame s'ouvrait, où ma vie était terminée, quoi. Et là, il me dit, enfin, il lit, il me redonne rendez-vous une semaine après, et il me dit, c'est excellent, je peux maintenant t'introduire auprès de Maurice Godelier qui va te diriger, et je vais te recommander auprès de Philippe Descola, c'est exactement les questions qu'il soulève, etc. Voilà. Et là, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Déjà, l'école des hautes études. Maurice Godelier. Mais l'école des hautes études. Et puis à l'époque, c'était magique. Enfin, il y avait un laboratoire, enfin, il y avait un GDR, ce qui s'appelait une réunion de laboratoire que sur l'Océanie, où bien sûr c'était dirigé par Maurice. Et on avait toutes les stars anthropologiques qui débarquaient, et étudiants, enfin, et en plus il n'y avait pas beaucoup d'étudiants déjà. Sur la Papouasie, enfin je devais être la seule. Et alors sur la forêt, encore plus. Et donc là, bien sûr, les thématiques, c'était rituel initiatique sur la parenté, mais j'adorais ça aussi. Et puis, je suivais en parallèle les cours avec Philippe. Donc, j'avais ces deux piliers très, très forts. Et à cette époque aussi, il y avait des échanges avec le Muséum d'histoire naturelle, où il y avait le laboratoire d'ethnosciences, qui était à l'époque dirigé par Jacques Barrault. Où il y avait Claudine Friedberg, tous ceux qui travaillaient en ethnosciences. Et bien sûr, je suis la formation. Je rencontre bien sûr Jacques Barrault, qui est donc mon mentor en botanique, qui est bien sûr un ami d'André-Georges Audricourt, qui est aussi le meilleur ami de Condominas. J'étais entourée, mais c'était extraordinaire, quoi. Et comme j'étais la seule petite qui voulait travailler sur ces thématiques, ils m'encourageaient extraordinairement, quoi. Et c'est ainsi que j'ai appris que non, tu n'étais pas obligé d'aller chercher des sponsors. Tu pouvais candidater à des bourses, etc. Et en fait, pour la première fois, le ministère de la Recherche ouvrait une allocation de recherche normalement très sciences dures, agro, géographie, aux sciences humaines pures, et sur la forêt tropicale. Et bien sûr, je candidate. Soutenu par tous ces gens que je fréquentais, qui m'avaient vu grandir aussi, et que j'ai remporté. Donc là, je pouvais vraiment me concrétiser ethnologue, mais il faudra attendre quand même 1 an pour avoir enfin mon visa. Et ce qui m'a valu de passer 1 an avec André-Georges Audricourt à faire toutes les forêts de la banlieue parisienne, à manger chez lui, à manger au restaurant, donc quelquefois avec Alban Bensa, enfin bon, c'était avec toute sa cour aussi. Enfin, sa cour, parce qu'il était tellement... c'était un maître, mais qui détestait être maître, mais qui était maître, et qui était capable vraiment de vous remettre à sa place. Et parce que son éducation, c'était vraiment l'école buissonnière, comme lui-même avait vécu son éducation. Et son intérêt, c'était de vous apprendre à poser des questions intelligentes. Il fallait savoir poser des questions intelligentes, non seulement à l'homme, mais aussi à l'environnement. Et alors, dès qu'on a été devant un arbre, une petite herbe, une plume, etc., et que je ne posais pas la bonne question. Mais Florent, soyez pas stupide, c'est pas ce genre de questions que je vous apprends à poser.
voyez pas, vous demandez-vous d'où vient cet arbre et comment il est arrivé par là, si c'est un oiseau, si c'est un humain, par bateau, par... Et puis là, et grâce à Audrey Court, tout ce monde que je ne connaissais pas, qui est mon monde, enfin en tout cas en France, en banlieue, les forêts, les jardins, Luxembourg, il me le présentait comme un univers, mais que relationnel. Et on ne pouvait pas se contenter de catégories pour aller à la rencontre de l'autre. Et qu'à chaque fois, il fallait penser en relation, que rien n'arrivait, que les hasards, pour reprendre le poète breton, les hasards étaient objectifs. Et Audrey Court avait ce don si vous étiez d'accord, de prendre sur vous et d'accepter d'être bête, parce qu'effectivement, on peut être bête. Hein. Il faut de l'apprentissage. Voilà, savoir, et ça reprenait aussi ce goût du regard là, de Jussieu, avec Jean Harlot, où voilà, c'est regarder pour mieux questionner. Et c'est ainsi que j'ai pris un cargo. Je suis partie de ma ville natale qui est Hambourg, qui depuis avait été reconstruite, et pour me rendre jusqu'en Australie, donc 45 jours, absolument extraordinaire, où j'avais je sais pas, 10 fois cette bibliothèque, dans des cartons, pour me parfaire, parce qu'Audrey Court, il me complexait tellement. Parce que bon, il avait été généreux quand je suis allée lui dire au revoir, et Jacques Barrault aussi, il a été très généreux. Enfin, parce que je paniquais, j'ai dit, ah bon, ça y est, je pars, Audrey Court, je pars. Mais vous savez, je suis nulle, mais moi je connais pas la botanique. Et il me dit, mais Florence, vous n'allez pas là-bas pour apprendre la botanique de nos botanistes, vous allez là-bas pour apprendre la botanique de vos papous, de vos cassois. Donc c'est pas grave. Je dis, ah bon, mais oui, c'est votre travail. Et il n'empêche que bon, je suis partie avec des valises pleines de bouquins d'identification, aussi d'Aristote, j'ai fait toute l'épistémologie des sciences pour être à même de me resituer historiquement, et avec ce trajet en bateau où c'est le ciel qui change tous les 30 secondes, le trajet, enfin de l'eau, de l'écume qui est comme c'est comme une traversée initiatique, hein, et perdue. Bon, alors quelquefois c'est la tempête, mais on a peur de mourir. Et voilà. Et en arrivant là-bas, j'ai laissé mes bouquins, parce qu'il n'était pas question de les amener jusqu'à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et je les ai renvoyés pour la France. Et donc je me suis rendue en Nouvelle-Guinée.